De retour dans Éduque-moi si tu peux pour la seconde partie de ce podcast dédié à la concentration des médias. Dans l'épisode précédent, on a compris une chose dérangeante. Les médias ne dépendent pas uniquement de l'information, mais surtout de systèmes économiques et d'idéologies politiques. Et cette dépendance les pousse, souvent, à exploiter ce qui capte le mieux notre attention, nos peurs. Une question devient alors inévitable pour en comprendre les conséquences. Comment cette surmédiatisation de l'insécurité peut-elle court-circuiter notre esprit critique et faire le jeu du communautarisme au point d'influencer la société tout entière ? Pendant les manifestations de Nuit debout, TF1 racolait tous les soirs à la une du 20h avec des images d'affrontements casseurs-CRS. Pas de micro tendu vers des manifestants porteurs de discours salvateurs. Non, ils préféraient davantage montrer des mecs paumés à la recherche d'un exutoire, lancer des briques contre d'autres mecs excités de pouvoir enfin pointer leur LBD sur autre chose que des cibles en carton. Youpi! Faut dire que venir casser du casseur, c'est tout de même prodigieux. Mais pas question de montrer un manifestant qui n'est pas venu défoncer du distributeur, ou un policier qui fait correctement son travail, non, ça n'intéresse personne. Et ça c'est notre responsabilité, parce que les médias sont un miroir. S'il y a bien une chose où ils font particulièrement bien leur job, c'est anticiper exactement ce qui captera notre attention. Et force est de constater que ce que nous voulons voir, c'est ça. Un chaos où les convictions se perdent au profit d'une défiance qui fait spectacle. Parce qu'il s'agit de ça. Un spectacle marionnettisé au gré du vent par ceux qui en tirent avantage, où casseurs et CRS ne sont que les pions d'un même échiquier. Une partie truquée d'avance par des ex-ministres qui fondent leur campagne présidentielle sur l'insécurité en envoyant leurs cavaliers médiatiques faire de belles images pour le 20h, donnant ainsi une impression de fermeté, puis qui, le coup suivant, laissent les fous tout casser pour que ces mêmes médias fassent les gros titres sur les violences plutôt que sur les lois et leur opposition. Du haut de leur tour, satisfaits, ils en profitent pour avancer leur roi, j'ai nommé Sire 49.3. D'ailleurs ça tombe à pic, puisque la dame Assemblée nationale s'est déjà vue amputée de la moitié de ses députés par tisse dorée au soleil. Pourquoi s'embêter à défendre son jeu, quand on a le pouvoir de faire boire la table tout au long de la partie et faire tapis au moment où tout le monde va pisser ? Cours de mathématiques de base, lorsqu'il n'y a qu'un seul joueur, il gagne. Officiellement c'est pas vraiment de la triche, mais c'est pas tellement démocratique non plus. Je suis démasqué. Voilà, on en revient à cette belle amitié d'élite où les intérêts médiatiques se superposent aux intérêts politiques. Et cette amitié a un coût, qu'il nous revient de payer bien sûr. Parce que cette surmédiatisation de l'insécurité ébranle sérieusement notre société. À force d'empiler amalgame sur stigmatisation, les médias contribuent à raviver le feu de l'incendie qu'ils dénoncent. Comme des pompiers pyromanes, le jerrycan à la main, ils arrosent les sujets brûlants, diabolisant les banlieues, théâtre de toute déviance du monde. Et c'est parti. L'épaisse fumée obscurcissant toute réflexion, la classe sociale défavorisée devient alors, aux yeux de tous, foyer de voleurs, chômeurs, alcoolos et criminels en puissance. On est assailli de toutes parts d'images de pneus qui brûlent, d'ouvriers enchaînés devant les usines, d'émeutes dans les cités, de colère qui monte, de tensions qui éclatent, mais pas une seule fois on a entendu parler de remise en question. Aux heures de grande écoute, aucun journaliste ne se donne la peine de contextualiser ou d'expliquer les causes de cette montée du communautarisme. Non, on ne cherche pas l'extincteur tant qu'on peut encore souffler sur les braises. La violence en banlieue un peu partout en France. Et dans les banlieues sensibles notamment. Dans les banlieues parisiennes, marseillaises, ailleurs. Partout, et il y a cette violence. Sur fond de musique rap et de banlieue, enquête d'Anne Poncinet. Le souci là, c'est que cette stigmatisation à outrance fait le jeu de l'exclusion et de la haine de l'autre, qui, à leur tour, favorise les violences et devient la vraie question de la perte d'identité. Il est plus facile de jouer sur la peur en montrant du doigt les minorités, les migrants et les caïds, pour tenter de justifier ce sentiment de perte identitaire, que de faire le constat qu'Internet a déconnecté les jeunes, que la télévision retient l'attention bien plus que l'école, et que la désinformation a fini par nous priver de notre culture. La véritable remise en question se trouve là. Mais y a-t-il quelqu'un pour les entendre ? Côté mégalo de l'industrie médiatique, il y a peu de chance. Parce qu'ils n'en ont franchement rien à secouer. Mais côté gouvernement, il y a bien une branche qu'on peut remuer, non ? Ça serait cool de pas trop s'endormir au volant et d'allumer plein phare pour éclairer certaines idées. On sait bien qu'entre la crise budgétaire collée au pare-brise et les réformes sociales dans le rétro, la liberté de la presse se retrouve dans l'angle mort, mais bon quand même. Si on se balade sur le site du Sénat, au lieu du charabia indigeste pour décourager les curieux, on y trouve plusieurs propositions de loi visant à réguler la concentration dans le secteur des médias. La première datant de 2009, avec pour objectif de prévenir le cumul d'activités économiques susceptibles de compromettre l'indépendance, et de fixer de nouvelles conditions pour la délivrance d'autorisations audiovisuelles,
en créant des incompatibilités de détention de titres de presse afin de limiter la concentration. Rejeté. Ah, bah tiens, pourquoi ? Parce que selon la commission, la concentration demeure faible en France puisque le secteur audiovisuel offre une diversité de canaux significative. Ah bah oui, les canaux, il y en a plein, c'est pas le problème. On ne dit pas qu'il y a trop peu de chaînes, on dit qu'il y a trop de chaînes détenues par une trop petite poignée de gens. C'est quand même pas pareil. Et puis la commission insiste sur le fait que l'une des raisons qui poussent les citoyens et les journalistes à se poser des questions sur la dépendance de la presse à l'égard des politiques ou des actionnaires, c'est l'absence de transparence. Bof, non, pas vraiment. La transparence, c'est cool, oui, on sait qui détient quoi, mais là, en l'occurrence, ça ne fait que soulever plus de questions sur les conflits d'intérêts possibles. Mais là encore, la commission ne se démonte pas et conclut alors que les efforts de rétablissement de la confiance doivent passer avant tout par une réflexion et une action propre au secteur de la presse et ne pas impliquer les pouvoirs publics. Ouais, en gros, débrouillez-vous quoi. Ça picote un peu quand même. Surtout quand on se rappelle la vitesse à laquelle ils ont volé au secours de Bernard Arnault dans leurs petites affaires boursières privées. Là, ça ne pose pas de problème, mais pour défendre la liberté de la presse, là, faut quand même pas tout mélanger. Bon, ok, motion rejetée alors. Allez, sourions un peu. Enfin, reprenons un peu de souffle surtout. Le Sénat s'est tout de même réveillé 7 ans plus tard, en 2016, puis une nouvelle fois en 2024, pour adopter des propositions de loi visant à renforcer l'indépendance des journalistes, créer des dispositifs garantissant le pluralisme et renforcer les pouvoirs du CSA. Enfin, on dit plus CSA, on dit Arcom aujourd'hui. Bon, on est content mais on n'est pas fou. On sait qu'une loi, bien qu'elle envoie un message symbolique et fasse avancer le progrès idéologique, ne fait pas toujours avancer la réalité de terrain. Et comme ce podcast a pour vocation de ne pas rester dans la théorie, on est allé chercher les limites pratiques de ces mesures. La loi consacre explicitement le droit des journalistes à refuser toute pression éditoriale. Elle a même pu servir dans certains cas de conflit pour appuyer les journalistes devant la direction. Good point, qui trouve tout de même sa limite. La loi ne prévoit pas de mécanisme de sanction si la direction viole ce droit. Donc, son application reste dépendante de la culture interne de l'entreprise. Au même titre que les chartes déontologiques, qui ont tout de même permis de clarifier le rôle des journalistes et de limiter certaines pressions éditoriales, mais qui restent auto-administrées, sans contrôle externe, donc leur effet réel varie selon les médias. En revanche, en ce qui concerne le renforcement des pouvoirs de l'Arcom, là on peut noter le progrès. En 2024, le Conseil d'État a jugé que pour apprécier le respect du pluralisme, il ne fallait pas se limiter au seul décompte du temps de parole politique, mais également d'analyser la diversité des courants de pensée dans l'ensemble des contenus. Ce positionnement a permis à l'Arcom d'adapter ses méthodes avec une prise en compte plus globale de la pluralité des opinions dans les programmes. Et ça c'est quantifiable sur le terrain. Plusieurs amendes et plusieurs mises en garde ont été prononcées à l'encontre de CNews pour des propos jugés non conformes à l'honnêteté de l'information et aux exigences du pluralisme. Et puis, merci l'Arcom, ils ont permis l'arrêt définitif de la diffusion de la chaîne C8 sur la TNT. Au revoir, président. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne? C'est Pierre. Au revoir, président. Bon, Au Corinne, revoir, dirais-moi ça. président. Duran est pour Vincent Bolloré. Alors même si ce n'est pas une sanction directe prévue par la loi, la décision a été rendue possible par l'existence d'un contrôle rigoureux, par autorité indépendante, dont les missions de surveillance ont été clairement renforcées. Ces lois ont donc éclairé la culture de l'indépendance et du pluralisme, mais leurs impacts concrets restent modérés. Excepté les chaînes du groupe Canal+, qui se sont fait bien taper sur les doigts, mais qui cumulaient déjà de nombreux rappels à l'ordre, rassemblant à eux seuls 52 sanctions entre 2012 et 2024. Pour le reste, elles sont utiles comme références juridiques et pour guider les chartes internes, mais elles ne changent pas profondément la concentration économique qui influence l'information. Alors que nous reste-t-il ? Eh bien, nous, et notre pouvoir d'esprit critique. Comme pour tous les grands enjeux qui traversent la société, la remise en question doit avant tout passer par une conscience collective et un engagement personnel. Si aujourd'hui les monopoligarques détiennent toutes les rues et les gares du plateau, c'est parce que nous avons gentiment signé l'acte de propriété. Bah oui, ils ne nous forcent pas à acheter leurs journaux ni à regarder leurs chaînes. Non, ils dressent la table, ils alignent les billets et misent sur notre docilité pour faire tourner la banque. Et nous, en bons joueurs disciplinés, on a fini par confondre habitude et obligation, confort et vérité, répétition et légitimité. Écoute-moi, Truman. Il n'y a pas plus de vérité à l'extérieur qu'à l'intérieur du monde que j'ai créé pour toi. Et oui, à force d'entendre la même musique, on a cru que c'était l'hymne national. Pour ce qui est de la politique, certes, nous n'avons pas vraiment le choix. Il y a des élections dites démocratiques, on vote, on élit, puis on subit les effets secondaires. Pour ce qui est de la formation, en revanche, nous avons le choix. La situation est presque même une insulte à la liberté.
Pourtant, on continue d'agir comme si ces grands patrons des médias formaient une sorte de gouvernement parallèle, doté d'un pouvoir exécutif médiatique qui justifierait de nous imposer leur voix. Ce n'est pas le cas. Il n'y a rien de démocratique là-dedans. Nous ne les avons pas élus. Ils ont tout simplement acheté leur passe-droit, et avec les billets qu'on leur file en plus de ça. Mais parce qu'ils ont besoin de nous, de notre attention pour rester les maîtres du jeu. Sans elles, plus de pouvoir, plus d'influence et plus d'hôtels particuliers sur la rue de la Paix... non, pas celle-là... Sur l'avenue Foch de l'opinion publique. Si demain, notre attention se portait ailleurs, leur empire de carton-pâte commencerait sérieusement à trembler. D'une part parce que l'on découvrirait qu'il existe d'autres sources d'informations, souvent plus objectives et nuancées, et oui, c'est autorisé, et d'autre part parce que l'on cesserait d'alimenter leur banque. La déconcentration des médias ne serait alors pas tant une révolution qu'une simple conséquence. Parfois, il suffit simplement de se lever de la table et de refuser de jouer. De créer d'autres espaces où l'information ne serait pas une marchandise, mais un bien commun. De sortir de la surinformation permanente qui gave le cerveau mais affame la pensée. De ne pas laisser un algorithme ou un titre racoleur décider de ce qui mérite notre attention. D'accepter d'écouter des points de vue qui dérangent nos certitudes. D'entrer dans des discussions où l'objectif n'est pas de convaincre mais de comprendre. De résister à cette étrange obligation sociale d'avoir un avis sur tout, tout le temps. D'identifier ses propres biais émotionnels avant qu'ils ne deviennent un accélérateur de réactions pavloviennes. De ralentir, de prendre le temps de penser, de se questionner, de reformuler. En somme, de faire exactement ce que le système d'information de masse ne permet pas. Parce que sans autodéfense intellectuelle, nous cessons d'exister par nous-mêmes. C'est sur cette invitation au self-défense mentale que se termine cet épisode d'Éduque-moi si tu peux. Merci à vous de nous avoir écoutés. Prenez le temps de laisser infuser les pistes de réflexion de ce podcast. N'hésitez pas à réagir, à partager, pour rendre cette initiative vivante, collective et participative. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Intelligence artificielle, je ne remplace pas les cerveaux, désolé. Salut.